groupe 1 et 2. Cette vidéo est destinée aux élèves de la première année collège, groupe 1 et 2. Avant de commencer, je vais vous expliquer deux choses importantes. Premièrement, je vais reprendre le début du deuxième extrait afin de rafraîchir un peu votre mémoire. Deuxièmement, avec le groupe 1, nous nous sommes arrêtés à la comparaison des dents du chat et de la vache. Mais avec le groupe 2, nous nous sommes arrêtés au niveau des ruminants et à l'explication de leur estomac. Donc, vous devez commencer l'écriture de la leçon à partir de la dernière chose écrite sur vos cahiers, selon votre groupe. Remarque importante. Vous devez copier tout ce qui apparaît dans cette vidéo sur vos cahiers en utilisant la date d'aujourd'hui comme suite du cours et sur la même page. Dans cette partie du cours, nous allons comparer le régime alimentaire herbivore et le régime alimentaire carnivore à travers l'étude des dents et du tube digestif chez certains animaux. Les animaux peuvent avoir différents régimes alimentaires. Les herbivores se nourrissent principalement de plantes, tandis que les carnivores se nourrissent de viande. Chaque régime alimentaire nécessite des adaptations spécifiques au niveau des dents et du tube digestif. Observons maintenant la denture chez le chat, qui est un animal carnivore, et chez la vache, qui est un animal herbivore. Chez le chat, les canines sont longues et pointues. Elles servent à tuer et déchirer la proie. Les incisives servent à saisir la proie. Les molaires sont tranchantes et permettent de découper la viande. Chez la vache, les incisives sont absentes dans la mâchoire supérieure. Les canines n'existent pas. Les molaires sont larges et plates. Elles servent à broyer l'herbe. Cette figure montre la position et la forme des dents du chat. Elle permet d'expliquer la formule dentaire citée précédemment et de comprendre la répartition des différents types de dents. On remarque que, chez la vache, la denture est incomplète, car elle ne possède ni canine ni incisive dans la mâchoire supérieure. Chez le chat, la denture est complète, car il possède tous les types de dents. Cela montre que la denture est adaptée au régime alimentaire de l'animal. Sur ces deux photos, on observe le tube digestif après dissection chez deux animaux de la même taille, le chat et le lapin. En comparant ces deux tubes digestifs, on remarque immédiatement des différences importantes au niveau de la longueur et du développement. Tout d'abord, chez le chat, le tube digestif est court et peu développé. L'estomac est simple et le cécum est très petit. Les aliments parcourent donc rapidement le tube digestif, ce qui montre que la digestion se fait en peu de temps. En revanche, chez le lapin, le tube digestif est beaucoup plus long. On observe un cécum très développé, occupant une grande partie de la cavité abdominale. Cette structure permet une digestion plus lente, car les aliments restent plus longtemps dans le tube digestif. Ainsi, la comparaison de ces deux dissections met en évidence une différence dans la structure et la longueur du tube digestif, ce qui montre que l'organisation du tube digestif varie selon le type d'aliment consommé. On va remplir maintenant le document 8 dans la comparaison de tubes digestifs chez deux animaux de la même taille, le chat, qui est un carnivore, et le lapin, qui est un herbivore. Chez le chat, le tube digestif est court. Le cécum est petit. La digestion de la viande est rapide. Chez le lapin, le tube digestif est long. Le cécum est très développé. La digestion des végétaux est lente et nécessite plus de temps. On peut conclure que le tube digestif est court chez les carnivores, ce qui permet une digestion rapide de la viande, et long chez les herbivores, afin de faciliter la digestion des végétaux riches en fibres. La vache fait partie des animaux appelés ruminants. Les ruminants possèdent un estomac composé de 4 poches, ce qui permet une meilleure digestion de l'herbe. Chez la vache, l'herbe suit un trajet particulier dans le tube digestif. En effet, elle possède un estomac composé de 4 poches, ce qui permet une digestion efficace des végétaux riches en fibres. Tout d'abord, l'herbe avalée arrive dans la panse. Dans cette poche, les aliments sont stockés et commencent à être digérés grâce à l'action de micro-organismes. Ensuite, l'herbe passe dans le bonnet où elle est transformée en boulettes alimentaires. À ce stade, ces boulettes sont régurgitées vers la bouche afin d'être remâchées. C'est le phénomène de la rumination. Après la rumination, les aliments avalés de nouveau atteignent le feuillet, qui joue un rôle important dans l'absorption d'une grande partie de l'eau et dans la réduction de la taille des particules alimentaires. Enfin, les aliments arrivent dans la caillette,
qui représente le véritable estomac. Dans cette dernière poche, les sucs digestifs assurent la digestion chimique finale des aliments. Ainsi, grâce à cet estomac à 4 poches, la panse, le bonnet, le feuillet et la caillette, la vache est capable de digérer efficacement l'herbe, ce qui montre que son système digestif est parfaitement adapté à un régime herbivore. Comme bilan, les dents et le tube digestif des animaux sont adaptés à leur régime alimentaire, qu'ils soient herbivores ou carnivores. On conclut que chaque animal, ainsi que l'être humain comme omnivore, possède des structures adaptées à son mode d'alimentation, ce qui lui permet de se nourrir et de survivre dans son milieu. Après avoir étudié la nutrition chez les animaux, nous allons maintenant nous intéresser à la nutrition chez les plantes vertes comme deuxième partie de ce cours. Les plantes, comme tous les êtres vivants, ont besoin de se nourrir pour vivre et se développer. Alors quels sont les besoins nutritifs des plantes? Comment les plantes se nourrissent? Commençons d'abord par préciser les besoins nutritifs des plantes vertes. Est-ce qu'elles consomment des aliments comme nous? De quoi ont-elles besoin pour grandir? Est-ce qu'elles prennent l'eau, les sels minéraux ou autre chose du sol? Mettez la vidéo en pause et essayez de remplir les résultats et vos conclusions pour chaque expérience avant de regarder la correction. Cette expérience montre que les plantes vertes ont des besoins nutritifs indispensables à leur croissance. En effet, pour se développer normalement, une plante verte a besoin de l'eau, de sels minéraux, de dioxyde de carbone et de lumière. Si l'un de ces éléments manque, la plante ne se développe pas correctement. On conclut donc que les plantes vertes ont besoin de l'eau et des sels minéraux qu'elles absorbent à partir du sol, du dioxyde de carbone qu'elles prélèvent dans l'air et de la lumière fournie par le soleil. Passons maintenant aux structures responsables de l'absorption de l'eau et des sels minéraux. D'une autre manière, comment les plantes font-elles pour boire de l'eau? Mettez la vidéo en pause et essayez de remplir les résultats et vos conclusions pour chaque expérience avant de regarder la correction. Cette expérience permet de montrer que l'absorption de l'eau et des sels minéraux se fait au niveau des racines. Plus précisément, ce sont de petits poils, appelés poils absorbants, qui assurent cette absorption. Grâce à ces poils absorbants, l'eau et les sels minéraux passent du sol vers la plante. On conclut que les plantes absorbent l'eau et les sels minéraux du sol grâce aux poils absorbants. L'eau et les sels minéraux absorbés par la plante constituent ce qu'on appelle la sève brute. Tout simplement, le moment où l'eau et les sels minéraux entrent dans le corps de la plante s'appelle la sève brute. La sève brute circule des racines vers la tige, puis jusqu'aux feuilles. La transpiration joue un rôle très important chez les plantes. En effet, la transpiration est le moteur de la circulation de la sève brute dans la plante. Grâce à ce phénomène, la sève brute monte des racines jusqu'aux feuilles. En conclusion, les plantes vertes absorbent l'eau et les sels minéraux grâce à leurs racines, et le dioxyde de carbone grâce à leurs feuilles. Avec l'énergie lumineuse du soleil, elles assurent leur nutrition et leur développement.